Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'Écho sur France 24. Mon invité est Jean-Charles Brizard. Il est expert en terrorisme islamiste, président du Centre d'analyse de terrorisme. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez fait un rapport sur les moyens financiers de l'organisation de l'État islamique en disant que c'est d'ailleurs la première organisation dans l'histoire du terrorisme contemporain. Jean-Charles Brizard, et avant de revenir sur ces moyens financiers, je voudrais simplement vous faire réagir sur la neutralisation lors de l'assaut de Saint-Denis du djihadiste belge El-Belamid Abaoud, l'un des commanditaires des attentats de Paris. N'était-ce pas surprenant, d'après vous, qu'il se trouvait à Saint-Denis? Et est-ce que c'est révélateur des failles, finalement, dans la lutte antiterroriste? Ça va même plus loin qu'une faille. On n'est pas dans la faille sécuritaire, on n'est pas non plus dans l'échec sécuritaire, on est véritablement dans une faillite collective. Ça fait de nombreuses années maintenant, depuis les attentats de Madrid, donc 2004, que les États européens demandent le renforcement des contrôles aux frontières extérieures de Schengen, de sorte qu'on puisse contrôler, ne serait-ce que ça, systématiquement nos propres concitoyens, parce qu'on ne peut pas le faire aujourd'hui juridiquement. Ça a été refusé jusqu'à présent, et c'est encore refusé cet après-midi par le commissaire aux affaires intérieures européen. On avait demandé également le PNR européen, de sorte qu'on puisse échanger les données passagers. Donc ça revient sur la table, hein, bien sûr. Ça fait partie. Ça revient sur la table, mais examinées. ça fait des mois que la France le réclame, depuis Charlie Hebdo, depuis janvier, et d'autres États l'ont demandé encore avant la France, depuis 2004. Et cette année, toujours pas fait. Donc si vous voulez, on se demande combien de tragédies il faudra encore en Europe pour parvenir enfin à modifier des textes aussi évidents que cela. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les services de renseignement sont aveugles par rapport à ce qui se passe en Europe. Ils ont des informations, ils ont du mal à les analyser. C'est ça le problème. On a beau émettre des mandats d'arrêt, etc. S'il n'y a pas de frontières, en réalité, si le contrôle n'est pas systématique aux frontières, ça veut dire que n'importe qui peut rentrer, surtout quelqu'un de bien sûr aussi expérimenté que Abaoud. Il trouvera toujours un moyen de rentrer, surtout s'il n'y a pas de contrôle, encore une fois, et dès lors il se fondra dans la nature. Voilà, et c'est ce qui arrive malheureusement. Donc rétablir les frontières. Et que pensez-vous des mesures d'état d'urgence qui ont été donc adoptées à l'Assemblée nationale? Les policiers pourront être armés en permanence, y compris hors service. Recours au bracelet électronique pour certains assignés à résidence, qui ont déjà fait l'objet d'une condamnation au terrorisme. Ça va suffisamment loin. C'est le bon sens, parce qu'on l'a vu dans le passé, de plusieurs assignés à résidence étrangers, condamnés en France, expulsables, ne l'ont pas été parce que la Cour européenne des droits de l'homme a bloqué leur expulsion, par exemple, ont réussi à prendre la fuite. Sont allés combattre sur le théâtre d'opération en Syrie, en Irak, alors qu'ils étaient assignés à résidence ici en France. Donc oui, il y a un vrai problème. Ça fait partie des mesures importantes à prendre. Il y en aura d'autres sans doute, mais en tout cas, oui, c'est un bon début. Alors vous montrez, en tout cas dans ce rapport, que l'organisation de l'État islamique a des moyens très importants. Vous décrivez, vous dites qu'il contrôle près de 2000 milliards de dollars d'actifs, c'est ce que vous dites dans votre rapport, et qu'il perçoit un revenu de près de 2,9 milliards de dollars par an. Alors c'est principalement la manne pétrolière, mais pas seulement, puisque l'organisation de l'État islamique contrôle 60% du pétrole en Syrie et 10% de la production en Irak. Ça fait 20 puits de pétrole. Jean-Charles Brizard, donc cette manne pétrolière est essentielle pour le groupe. Oui, elle est très importante. Si vous voulez, ce qu'il y a de singulier avec l'État islamique, c'est qu'ils ont réussi à créer un modèle économique diversifié, s'appuyant sur plusieurs sources de financement, pas une seule. Alors le pétrole, on en parle beaucoup, oui, ça représente 25% sans doute aujourd'hui des revenus de cette organisation terroriste, mais il y a beaucoup d'autres sources de revenus, le gaz naturel, les phosphates, le blé, le coton, etc. Et surtout l'extorsion, c'est-à-dire les impôts, les taxes imposées à la population, un système d'impôts aux transactions économiques, bien entendu, aux fonctionnaires également. Il y a un prélèvement qui est fait de près de 50% dans certains cas sur les salaires des fonctionnaires, puisque les fonctionnaires continuent à être payés par le gouvernement central en Irak. Donc voilà, il y a des sources de revenus multiples sur lesquelles il est difficile d'agir en même temps. On comprend bien, c'est des natures différentes. Et puis surtout, encore une fois, on est sur des matières, la plupart du temps, le pétrole, le gaz naturel, sur des matières fongibles, donc il est très difficile à tracer lorsqu'ils sont transportés. Lorsqu'on parle du pétrole, il est vendu au quart du prix du marché. C'est ce que vous dites. On sait à qui est vendu ce pétrole, Jean-Charles Brizard. Donc il y a une traçabilité. Si les clients disent du jour au lendemain, on refuse de l'acheter, c'est possible. Ou qui achète ce pétrole? Alors, le pétrole est vendu aujourd'hui la plupart du temps au puits lui-même, parce que Daesh comprend bien avec les frappes aériennes qu'ils veulent prendre le moins de risques possible pour subir le moins de pertes possible de pétrole. Donc il est vendu au puits à des intermédiaires.
qui eux-mêmes, des marchands, qui eux-mêmes le revendent rapidement, peuvent le revendre à d'autres, etc. Il y a toute pas une cher, chaîne. donc. Oui, pas cher, ils l'achètent pas cher. Et donc, si vous voulez, après, très rapidement, le pétrole arrive sur le marché international. Et là, c'est là où je dis, il est intraçable. On ne peut pas savoir que tel baril de pétrole vient effectivement de tel puits contrôlé par Daesh et qu'il a bien été vendu de surcroît par Daesh. C'est extrêmement compliqué. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, aujourd'hui, on a du mal à réduire ce financement. Sauf à frapper, comme le font d'ailleurs les forces de la coalition, les moyens de transport. Non, les moyens de transport, les moyens de stockage et les moyens de raffinage. On ne frappe pas les puits eux-mêmes, puisqu'on ne veut pas appauvrir davantage la population, qui est déjà sous le joug de cette organisation terroriste. Donc on préserve à tout prix, évidemment, ce patrimoine qui est celui de l'Irak et de la Syrie. Et on frappe l'acheminement, donc, ce que vous dites. Parce que vous dites aussi donc, dans votre rapport qu'ils vendent les produits raffinés à l'Iran, à la Jordanie, au Kurdistan et à la Turquie. Les produits raffinés, donc. Oui. Ça serait évitable. Alors ça, c'est l'an dernier, ils avaient encore des capacités de raffinage importantes. Aujourd'hui, ils ont perdu cette capacité. Ils sont sur un modèle qui est beaucoup plus artisanal de raffinage et surtout qui sert essentiellement aux besoins locaux, c'est-à-dire aux pompes d'essence concrètement, et puis à l'effort de guerre. Et pourquoi ont-ils perdu cette capacité Parce que précisément, il y a eu des frappes aériennes sur les raffineries, les grosses raffineries qu'ils contrôlaient, et également sur les stations de pompage et de stockage du pétrole. Difficile à contrôler. Alors, il y a également des flux financiers, ça vous en parlez aussi, ce sont les banques. Alors, l'organisation de l'État islamique a mis la main sur les banques des villes irakiennes et syriennes. Au total, 24 banques, si je vous lis. Est-ce que c'est toujours d'actualité en Irak et en Syrie? Et vous dites même qu'à Mossoul, ils ont mis la main sur la branche locale de la Banque centrale irakienne, un pactole de 425 millions de dollars en cash. Tout à fait. Alors, Daesh contrôle effectivement 20 banques, c'est-à-dire au total 140 succursales bancaires entre la Syrie et l'Irak. Mais en réalité, ces banques, grâce d'ailleurs à la pression internationale, n'effectuent plus de transactions internationales. Ce sont essentiellement des banques de dépôt aujourd'hui. En revanche, l'argent circule toujours, mais d'une autre manière, grâce à l'Awallah, qui est un système informel de transfert d'argent entre deux pays. Alors ça fonctionne entre la Turquie et les villes, le territoire contrôlé par Daesh, parce que Daesh, bien sûr, a besoin aussi de s'approvisionner. Elle vend des choses, beaucoup, mais elle a aussi besoin de s'approvisionner en denrées élémentaires, je dirais, pour la population. Parce que le but final de tout ça, de l'argent que récolte Daesh, c'est bien sûr de pouvoir faire vivre la population dans des conditions décentes, d'assurer un minimum de services sociaux, sanitaires, de l'eau, de l'électricité, etc. Donc tout ça est problématique aujourd'hui, parce que la population vit dans des conditions très difficiles, mais voilà essentiellement à quoi sert l'argent. Il sert aussi bien sûr à payer des combattants. Est-ce que justement il est si difficile de contrôler ces flux financiers également? C'est très difficile parce que d'abord, la Wallah est un système informel, c'est-à-dire qui n'est pas du tout électronique. Très souvent, d'ailleurs, il n'y a même pas de relevé des transactions effectuées entre deux awaladars. Donc c'est extrêmement compliqué, effectivement, d'avoir la main dessus. On est dans un modèle économique qui est autosuffisant, si vous voulez, contrairement au modèle économique d'Al-Qaïda, qui, lui, nécessitait des donations, donc des flux financiers de l'extérieur. Et c'est la raison pour laquelle on parvenait souvent à identifier un émetteur et un récepteur. Parce que là, il y a très peu de donateurs, au final. Oui, et ça fait longtemps d'ailleurs, depuis de nombreuses années, cette organisation et ses prédécesseurs ont décidé d'un modèle économique autosuffisant parce qu'ils ne voulaient plus dépendre de leurs donateurs. Ils ne voulaient plus répondre aux demandes spécifiques, à la stratégie d'un donateur. Un donateur a nécessairement une stratégie et ils voulaient être complètement autonomes. Donc ils ont choisi de réduire considérablement les donations qui représentent encore aujourd'hui un peu moins de 5% du budget de l'État islamique. Alors quels sont les rôles d'Arabie Saoudite, du Qatar et du Koweït justement dans le financement de l'organisation de l'État islamique? Ces États financent l'islam fondamentaliste dans le monde, et ce depuis de nombreuses années, mais ils ne financent plus des organisations terroristes, en tout cas pas celles déclarées par l'ONU. Ils financent en revanche des groupes rebelles en Libye, en Irak et surtout en Syrie. Donc ils ne financent pas directement l'organisation de l'État islamique. Non, des individus en revanche, oui, qui sont désignés régulièrement d'ailleurs par l'ONU, par les Américains, des individus de ces pays du Golfe, donc aident, effectuent des donations au profit de l'État islamique ou de Jabhat al-Nusra, et ils sont désignés très régulièrement d'ailleurs lorsqu'ils sont identifiés. Mais encore une fois, ça représente une part qui est extrêmement marginale aujourd'hui dans le financement. La City de Londres, on dit c'est un exportateur net de la finance justement terroriste, d'après les autorités britanniques. Je l'ai lu également dans votre rapport, c'est toujours d'actualité?
Oui, enfin, de moins en moins, si vous voulez. Ce qu'on a établi dans le passé, c'est qu'en effet, Londres avait été une plaque tournante financière pour de nombreuses ONG, pour de nombreux islamistes aussi qui s'étaient installés sur place en Grande-Bretagne et qui étaient eux-mêmes en relation avec des organisations terroristes à l'étranger. Mais aujourd'hui, c'est franchement sur le déclin. Jean-Charles Brizard, on connaît tout de même, donc, vous le dites vous-même, toutes ces ressources de l'organisation de l'État islamique à qui ils peuvent vendre donc, des marchandises d'un côté, des flux financiers de l'autre. Que peut-on faire au niveau mondial, au niveau international? Est-ce qu'il faudrait une coopération plus importante pour pouvoir tarir ces ressources? Oui, je crois qu'il y a surtout un manque d'imagination, c'est-à-dire que je lisais il y a quelques jours la déclaration finale du G20 qui s'est réuni et de laquelle, de cette réunion, on attendait des mesures très fortes qu'on nous avait annoncées, etc., sur le financement de Daesh. En réalité, on reprend les formules du passé qui ont même montré leurs limites à l'égard d'Al-Qaïda, c'est-à-dire les sanctions financières classiques, le gel des fonds. En l'occurrence, on trouvera très certainement aucun compte bancaire appartenant à Daesh ou à ses dirigeants, quel que soit le pays, et on trouvera encore moins de flux financiers avérés. Donc ce que je crois il faut mettre en place assez rapidement, c'est une autre formule, dès lors qu'il est évident que l'essentiel de la richesse de cette organisation provient des ressources naturelles du sous-sol. Il faut pouvoir instaurer une sorte d'embargo sur le territoire lui-même, empêcher que des marchandises sortent, parce que si des marchandises sortent, c'est nécessairement pour enrichir le territoire de l'État islamique ou ses capacités financières. Donc il faut absolument que ces frontières soient fermées. Or, aujourd'hui, on constate qu'elles sont poreuses, essentiellement avec la Turquie, avec le Kurdistan, avec d'autres qui bénéficient de toute cette manne pétrolière et financière, notamment le régime syrien aussi, qui s'approvisionne en pétrole auprès de l'État islamique. Un embargo donc sur l'organisation de l'État islamique. Merci Jean-Charles Brizard d'avoir été mon invité. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.